Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire présenté par le cabinet Camille et son département social. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de nous consacrer à la question de l'évaluation de la prise de risque dans le cadre de la rupture du contrat de travail. Donc comme pour les autres webinaires, vous avez une fenêtre de chat sur le côté, vous pourrez m'interpeller pendant toute la présentation. Je prendrai connaissance des messages. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'évaluation de prise de risque lorsqu'on rompt un contrat de travail? C'est parce que, en réalité, lorsque vous allez rompre le contrat dans le cadre d'un licenciement ou d'une quelconque rupture du contrat de travail, quel que soit le mode opératoire, eh bien, vous allez devoir avoir une appréciation beaucoup plus large des risques éventuellement encourus dans le cadre de la rupture, puisque la rupture du contrat de travail est généralement l'occasion de balayer toute la relation de travail, éventuellement élever des contestations qui portaient sur l'exécution du contrat, sur la formation du contrat, selon les règles de prescription dont on parlera juste après. Donc, la rupture du contrat de travail pourrait être le fait générateur d'une contestation beaucoup plus globale, raison pour laquelle vous ne pouvez pas apprécier, que ce soit pour vos clients, pour les métiers du conseil qui sont connectés ce matin, ou que ce soit pour vous, employeurs, vous ne pouvez pas vous contenter simplement de dire j'ai une rupture du contrat de travail, j'en apprécie le risque, je fais pas cette rupture ou je la traite de manière négociée. Il va falloir avoir une appréciation un peu plus large. Et elle doit être un peu plus large à telle enseigne que nous avons des délais de prescription assez variables. Et ces délais de prescription vous permettent effectivement de pouvoir apprécier ce risque, puisque vous savez jusqu'à quand est-ce qu'un salarié va pouvoir remonter dans ces éventuelles contestations. En matière de durée du travail, nous avons des durées de prescription qui vont de 12 mois jusqu'à 5 ans. Pour rappel, la prescription de 5 ans, c'est la prescription de droit commun qui s'applique en matière civile, en matière commerciale, un peu partout. Cette prescription de 5 ans, aujourd'hui, elle est devenue assez dérogatoire puisqu'elle est assez rare en droit du travail, hormis quelques pans du droit du travail. La discrimination reste soumise à un délai de 5 ans de prescription. De même, la réparation des conséquences du harcèlement, 5 années également. Puis ensuite, derrière, nous avons une durée dégressive de notre prescription à 3 ans pour tous les éléments de rappel de salaire. On en dira quelques mots après, puisque le principal aujourd'hui volet de risque, c'est la question de la durée du travail. Donc 3 années pour pouvoir rappeler des éléments de salaire, 2 années pour des frais professionnels ou encore pour toute demande indemnitaire relative à l'exécution du contrat de travail. Et enfin, la dernière durée de prescription qui est de 12 mois, qui est la plus courte que l'on a en matière de contestation de la rupture du contrat de travail. Le licenciement pour motif individuel, le licenciement économique, la rupture conventionnelle, tout ceci se prescrit par 12 mois à compter de la rupture du contrat. Le vrai danger pèse notamment sur la question des éléments de salaire et plus particulièrement sur la durée du travail, puisque la contestation de la durée du travail, c'est-à-dire les rappels d'heures supplémentaires, les nullités de forfait jour, les rappels de salaire au titre d'heures complémentaires, nous sommes sur 3 années, mais nous sommes sur des délais glissants. On ne peut pas prendre comme seul point de départ l'établissement du bulletin de salaire. On l'a remis au salarié, 3 ans plus tard, la prescription est acquise. Non, c'est un peu plus compliqué, puisque un salarié qui quitte l'effectif de l'entreprise aura la possibilité de remonter 3 années avant la rupture du contrat de travail. Ce qui veut dire que, prenons le cas où le salarié saisit en 2024 parce qu'il a été licencié en 2021, il est bien dans le délai de prescription des 3 ans après la rupture du contrat de travail, et il pourra remonter en 2018, 18-19, 20-21, 21-22. Et au final, vous allez vous retrouver avec une prescription qui va courir sur 6 années. Ceci pose beaucoup de problématiques. La conservation des éléments de preuve, la conservation de relevés d'heures, la conservation de tout le traitement de la durée du travail. Donc, il y a également un point de vigilance, c'est l'utilisation que vous avez des données personnelles, le cas échéant dans le cadre d'outils de gestion du temps de travail, dans le cadre éventuellement
de pointage, de conservation de relevés d'heures contresignés par un salarié. Attention à ce délai qui peut aller jusqu'à 6 ans au maximum entre le délai d'action et le délai ensuite de prescription des droits du salarié. Donc ce point-là est particulièrement important, sachant qu'aujourd'hui, la rupture du contrat de travail est souvent un prétexte à ouvrir la boîte de Pandore sur d'autres aspects. La rupture du contrat de travail, certes, aujourd'hui est barémisée, on y reviendra tout à l'heure, mais la durée du travail, la contestation du temps de travail, pardon, elle n'a pas de barème, hormis la question du délai de prescription. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans beaucoup de contentieux à faible ancienneté notamment, entre 5 et 10 ans ou même un peu moins, vous allez vous retrouver en fait avec un risque social maximisé qui, lui, va effectivement impacter lourdement le contentieux parce que en réalité, eh bien, on va prendre en compte ce délai de prescription des 3 ans sur le temps de travail et c'est lui qui va chiffrer beaucoup plus qu'une rupture du contrat de travail qui, elle, va obéir, le cas échéant, au barème Macron. Donc, un point de vigilance particulier lorsque vous allez rompre un contrat de travail, c'est d'être en capacité d'apprécier le risque au regard notamment de la problématique de la durée du travail, les heures supplémentaires, le forfait jour, etc. Donc ça, c'était un focus particulier sur le temps de travail et sur ce risque-là qui est particulièrement élevé et auquel souvent on ne pense pas lorsque nous sommes dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail. Vous avez également un développement fort du contentieux sous l'angle de la discrimination et sous l'angle du harcèlement. Pourquoi est-ce qu'il y a un vif essor de ces problématiques dans le cas des contentieux? C'est tout simplement parce que ceci permet de faire échec, notamment à la question du barème Macron, puisque je rappelle que le barème Macron, qui vient réparer les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne s'applique pas dans le cas de la nullité. Et aujourd'hui, très souvent, dans le cadre des contentieux, notamment en matière disciplinaire, les salariés et leurs défendeurs ne prennent absolument plus la peine d'aller sur la contestation même du motif du licenciement, mais vont aller sur les motifs périphériques, sur le contexte de travail pour essayer d'accrocher une nullité du licenciement, ce qui permet, in fine, de pouvoir écarter l'application du barème Macron. Et l'un des principaux axes, ce sera le harcèlement moral et par ailleurs de la discrimination que nous avons de plus en plus. Alors je rappelle que la discrimination, vous en avez un certain nombre de composantes qui sont l'âge, qui sont l'apparence physique, l'origine ethnique, le sexe, etc., le lieu de domicile. Mais au final, il y a un axe majeur aujourd'hui qui se développe dans le cas des contentieux, ce sont les opinions politiques et surtout les convictions religieuses. Puisqu'aujourd'hui, vous avez un nombre croissant de contestations qui portent notamment sur la discrimination liée à la religion. Et aujourd'hui, la religion, c'est pas le thème ce matin, mais la religion vient irriguer et vient s'immiscer dans les relations de travail et au sein de l'entreprise. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir, dans le cadre d'un contentieux et à l'occasion d'une contestation de rupture du contrat de travail, euh, le spectre d'un risque lié à la discrimination et notamment sur ce point-là. Ce sera l'axe central. L'axe central, parce que vous allez avoir des ruptures de période d'essai qui vont peut-être prendre en compte le fait qu'un salarié porte des signes ostentatoires religieux, le voile ou toute autre manifestation. De la même manière, vous allez pouvoir avoir des problématiques liées aux manifestations d'opinion politique. Et ce risque-là est loin d'être anodin parce que il se développe de plus en plus. Nous avons de plus en plus de ruptures de contrats de travail et notamment de périodes d'essai parce que nous avons des salariés qui ne respectent pas les règles de neutralité de l'entreprise. Donc la discrimination sera un des risques qui va planer sur les ruptures de contrats de travail parce que ce sera un moyen d'essayer d'accrocher une nullité et d'éviter le débat de la rupture du contrat de travail. Je rappelle que la discrimination se vient s'immiscer dans une douzaine de secteurs de la relation de travail, et notamment interdiction de discrimination lorsque nous sommes sur un recrutement, lorsque on doit permettre à un salarié d'accéder à une période de formation, lorsque nous sommes dans une sanction disciplinaire ou un licenciement, la rémunération, etc. Dans ces 12 rubriques,
le spectre de la discrimination pèse sur l'entreprise, puisque ce sera un moyen d'essayer d'aller chercher une discrimination avec les thématiques et les protections que j'ai rappelées précédemment. Je vous le disais tout à l'heure, la discrimination fait peser le risque de la nullité du licenciement. Lorsqu'on parle d'évaluation du risque, puisque c'est le thème même de notre matinale, eh bien, vous avez non plus une réparation selon le barème Macron, mais vous allez vous retrouver sous la sanction d'un plancher d'indemnisation et non plus d'un plancher, d'un plafond tel qu'il a été institué par l'article L 1235-3 et les ordonnances Macron. Là, nous sommes sur un plancher de 6 mois de salaire. Et un risque supplémentaire qui est encore plus lourd, qui vaudra pour la discrimination et qui vaudra le harcèlement, pour le harcèlement, c'est la problématique de la réintégration. Puisque un salarié qui arrive à accrocher une nullité de la rupture du contrat de travail, il aura la possibilité de solliciter une réintégration. S'il sollicite sa réintégration, quelles sont les conséquences indemnitaires, au-delà de certaines réparations particulières, notamment liées, qui notamment sont liées à aux salariés protégés. Vous allez avoir 6 mois de salaire minimum et votre réintégration, ce qui veut dire que pendant tout le temps de la procédure, le salarié n'est pas là. Il travaillera peut-être ailleurs. Il aura peut-être une indemnisation pour l'emploi. Toutefois, il bénéficiera à un instant T de la réintégration et donc du paiement de l'ensemble des salaires qui ont couru pendant tout le contentieux. 1 an et demi en première instance, 2 ans en procédure d'appel, ce qui veut dire que ça peut représenter un risque relativement conséquent. Et puis ensuite, se débattre avec les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir réintégrer le salarié dans l'entreprise, la contestation éventuellement du poste qui a évolué, d'un échelon hiérarchique qui a été placé en dessus ou en dessous du salarié, donc ce qui veut dire de véritables modifications des conditions de travail, voire même modification du contrat, si vous touchez l'autonomie, si vous touchez l'autorité, si vous touchez la diversité des missions, et donc un blocage qui va malheureusement se produire lorsque vous allez devoir réintégrer le salarié. Donc ce risque-là, lié à la nullité du licenciement, est particulièrement élevé. De la même manière, vous allez avoir un risque qui est un peu plus mesuré. Ça va être l'annulation et le contentieux de l'annulation de toute décision qui était fondée sur un acte discriminatoire. Là, nous serons plus sur le risque lié à la rupture du contrat, mais véritablement sur la réparation indemnitaire liée à l'annulation de la décision en question. Sachant que en matière de discrimination, comme en matière de harcèlement, mais surtout en discrimination, la preuve que le salarié doit établir est particulièrement allégée, puisqu'il va simplement devoir établir la preuve et présenter des éléments de fait sans avoir à les prouver, prouver une intention discriminatoire, donc ce qui veut dire que vous présentez les faits et l'employeur devra s'en débattre derrière. C'est particulièrement allégé, comme on a une preuve allégée en matière d'heures supplémentaires, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on le reprendra un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, la discrimination n'est pas simple à établir, mais du moins, on a une jurisprudence particulièrement complaisante qui permet à un salarié de simplement se contenter de présenter les faits et c'est tout. Le harcèlement connaît exactement le même mouvement de preuve allégé, puisque le salarié devra simplement établir des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement. C'est-à-dire, je rappelle, des agissements répétés imputables à l'employeur, à un manager ou à un autre salarié de l'entreprise, ou même, voire même à un tiers parfois, qui viennent altérer les conditions de travail, dégrader l'état de santé du salarié, son état psychique, son état physique. Vous établissez seulement des faits laissant supposer l'existence du harcèlement. Et ensuite, derrière, le juge nous dira si oui ou non les faits établis par le salarié permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement. Et si oui, l'employeur va devoir apporter la preuve contraire avec des éléments objectifs expliquant les mesures qui sont dénoncées par le salarié. Donc c'est particulièrement léger pour le salarié et un peu lourd pour l'employeur, sachant quand même, il faut relativiser, c'est que le contentieux du harcèlement est
presque systématique dans tous les dossiers, mais nous avons quand même une jurisprudence un peu ferme. Lorsqu'on regarde le mouvement de la Cour de cassation et des cours d'appel, on voit quand même que c'est difficile d'établir l'existence d'un harcèlement in fine, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait été, après la contestation du barème Macron dans sa légalité, dans sa constitutionnalité, dans sa conventionnalité, c'est-à-dire sa validité par rapport aux règles européennes et internationales, ça aurait été effectivement la porte ouverte à tout, puisque ça aurait été le seul moyen, et un peu trop facilité de pouvoir contourner le barème. Dans le cadre du harcèlement, vous avez également un volet qui est non négligeable, c'est celui de l'obligation de sécurité. Puisque si un salarié a été confronté à un harcèlement moral, ce qui veut dire que l'employeur aura manqué à ses obligations, notamment d'obligations de sécurité, plus de résultats mais de moyens renforcés, pour empêcher la survenue d'un harcèlement. Précision étant faite, c'est que sur le harcèlement, si vous avez un règlement intérieur qui est fiable, un règlement intérieur qui a pris en compte la dimension harcèlement. Un règlement intérieur qui a institué une procédure d'enquête, le cas échéant, en cas de signalement de harcèlement. Et une réaction immédiate de l'employeur lorsqu'il y a une situation de harcèlement moral qui est diagnostiquée, vous allez avoir au moins la possibilité de vous exonérer de toutes les réparations liées au manquement à l'obligation de sécurité et de prévention. Ça vous permet de gommer une partie du risque, puisqu'autrement, il y a un système de cumul. Non seulement il va y avoir une conséquence sur la rupture du contrat de travail, puisqu'elle serait, le cas échéant, frappée de nullité, et normalement, vous avez la double peine qui est la réparation des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention, et également la réparation des conséquences du harcèlement moral. Donc vous avez 3 niveaux de réflexion, dans le cadre, d'un dossier de harcèlement. Mais si vous avez des procédures instituées dans vos règlements intérieurs suffisamment fiables, avec, ces commissions d'enquête notamment en cas de traitement en cas de signalement de harcèlement et donc derrière d'obligation de traitement de la situation, vous allez pouvoir, vous exonérer d'un certain nombre, de risques sur ce point-là. Alors maintenant venons sur la rupture du contrat de travail, proprement dite. Le contentieux du licenciement, on le sait, nous avons 3 volets. Le premier volet, c'est le non-respect des procédures de licenciement. C'est la sanction, du non-respect des délais de convocation, la forme des convocations, les délais entre, la convocation à l'entretien préalable, la tenue de l'entretien préalable. Ceci se résout par des dommages et intérêts non cumulables avec, la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc ce qui veut dire que si votre licenciement est fondé, vous aurez éventuellement une condamnation au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement et pas, de sanctions sur le licenciement. En revanche, si le licenciement est jugé comme étant abusif, vous n'avez plus de principe de cumul avec le non-respect de la procédure de licenciement. Puis ensuite, deuxième pilier du contentieux de la rupture du contrat de travail et du licenciement, ce sera la réparation, des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et enfin, vous avez un troisième pilier, je passerai rapidement, sur, les procédures, spécifiques sur les salariés protégés. Là, pour le coup, vous avez, vous emportez le dossier, puisque dans tous les cas, dans le cas d'un licenciement salarié protégé, le non-respect, des, procédures applicables, ce sont des, conditions, substantielles, pour pouvoir effectivement passer une demande d'autorisation de licenciement. Donc s'il y a un problème de procédure, vous n'aurez pas votre rupture du contrat de travail. Il restera plus à refaire la procédure, ceci en espérant de ne pas être, frappé par les problématiques de délai, notamment, de prescription applicables en matière disciplinaire. Les sanctions, on les connaît. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse, vous appliquez le barème Macron L 1235-3 du Code du travail. Je rappelle qu'il est variable en fonction non seulement de l'ancienneté du salarié par tranche, mais également en fonction de la taille de l'entreprise, moins de 11 salariés ou 11 salariés et plus. Et ce barème-là, aujourd'hui, il n'y a plus de discussion, que ce soit auprès des cours d'appel, il reste encore quelques dossiers dans lesquels nous avons ce débat-là, mais globalement, la Cour de cassation a fiabilisé le barème en expliquant qu'il n'y a plus de débat de savoir s'il était conforme aux conventions internationales, s'il était conforme aux aux règles, constitutionnelles, il y a plus tous ces débats-là. Aujourd'hui, le barème s'applique
Et il n'y a plus de raison aujourd'hui d'avoir de crainte en l'état de la jurisprudence. Et tant que les jurisprudences européennes ne sont pas arrivées, on connaît l'effet désastreux de la jurisprudence, notamment européenne, en matière de congés payés. Mais pour le moment, votre barème tient la route et il est fiabilisé. Le vice de procédure, c'est 1 mois de salaire. Je vous ai rappelé, il ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause. Le vice de procédure, c'est 1 mois au maximum. L'annulité, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est au moins 6 mois ou la réintégration du salarié. En revanche, en matière de violation du régime protecteur des représentants du personnel, là, il y a des sanctions spécifiques qui ont été instituées, avec un risque qui va sur l'annulation de l'autorisation avec un minimum de 6 mois de salaire. Donc, vous avez obtenu un licenciement, une autorisation de l'inspecteur du travail. Vous avez un contentieux en annulation devant le tribunal administratif. Le salarié obtient gain de cause et vous allez avoir les impacts sur la rupture du contrat de travail en elle-même. Ce sera 6 mois minimum. Si par cas vous avez licencié sans autorisation et s'il n'y a pas de demande de réintégration, ce sera 30 mois de salaire le risque. Et ensuite, il y a des sanctions pénales prévues. Donc le risque est assez lourd sur la représentation du personnel. Mais pour les autres contentieux, nous avons des bornes avec des planchers et des plafonds qui s'appliquent. L'évaluation du préjudice lié au licenciement est assez simple. Nous avons certes le barème, mais la logique d'indemnisation revient à peu près devant les juridictions à celle qui était existante avant le barème, c'est-à-dire avant 2017. Nous sommes sur à peu près une logique d'une indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison d'environ 1 mois de salaire brut par année d'ancienneté. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans l'évaluation de ce préjudice? Ce sera principalement l'âge du salarié, les difficultés de retour à l'emploi et surtout la durée d'indemnisation par France Travail. Ce qui veut dire qu'un salarié qui reste longtemps à Pôle emploi avec une procédure contentieuse qui durera longtemps, on atteindra et on se rapprochera du plafond d'indemnisation. Alors qu'un salarié qui a retrouvé immédiatement un emploi, qui est dans des âges de, de facilité de retour à l'emploi, vous pourrez tendre vers le plancher d'indemnisation fixé par l'article M1935-3 du Code du travail. Également, un point auquel on ne pense pas lorsque l'on est dans le cadre d'un contentieux, on se dit, bon, le contentieux, je le laisse filer, j'ai une ancienneté mesurée et raisonnable, j'ai un barème Macron qui me permet de savoir quel est mon plancher et mon plafond de risque, sauf que vous devez rajouter une dimension dans cette appréciation, ce sera les taux d'intérêt. Puisque lorsqu'une décision de justice est prononcée, un jugement du conseil de prud'homme, a fortiori lorsqu'on a derrière un appel, vous allez avoir des intérêts qui courent. Les intérêts vont courir notamment sur les éléments de salaire, sur un certain nombre de demandes formulées par le salarié, et vous allez avoir au mieux le taux d'intérêt légal quand même qui est assez élevé actuellement, qui va s'appliquer, et puis ensuite un certain nombre de taux d'intérêt supplémentaires qui vont se rajouter, c'est-à-dire le taux d'intérêt majoré lorsqu'on laisse traîner l'exécution sur le dossier, et le maximum, ce sera lorsque le conseil de prud'homme va prononcer la capitalisation. Ça veut dire que des intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts. Attention, ça représente des sommes qui sont aujourd'hui modérées, mais plus vous laissez traîner le dossier, notamment à l'exécution, et notamment plus longue est la procédure de contentieux, plus élevés seront ses intérêts. C'est une dimension qu'on ne prend pas en compte, mais qu'il ne faut pas négliger parce que le temps de la procédure contentieuse fait que ces intérêts vont continuer à courir, sachant que la plupart du temps, les condamnations seront prononcées assorties du taux d'intérêt, et ceci à compter de la saisine. Je rappelle que parfois on a 1 an et demi en première instance, bien souvent, en fonction des conseils de prud'homme et surtout devant les conseils de prud'homme des grandes villes, puis ensuite derrière 2 ans d'appel au minimum. La cour d'appel de Montpellier, on tend à se rapprocher presque des 3 ans de procédure.
ça peut représenter des sommes significatives. Et il y a un risque également à appréhender lorsque l'on veut avoir une vision la plus exhaustive, c'est qu'un salarié qui est licencié pour un motif non valable, c'est-à-dire le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Il y a au moins 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés. Vous faites courir également un risque supplémentaire qui est le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir, et elle est d'office de condamnation, le conseil de prud'homme est censé la prononcer automatiquement si le licenciement est jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse. Donc, ça veut dire que vous rajoutez, si vous avez un licenciement pour faute grave qui a été prononcé, eh bien, le licenciement est jugé comme étant abusif. Dommages et intérêts pour licenciement abusif. Condamnation au préavis. Condamnation à l'indemnité de licenciement. Éventuel rappel de salaire au titre de la mise à pied conservateur qui avait été prononcée. Et en plus, vous rajoutez le risque lié aux 6 mois d'allocation chômage qui ont été versés aux salariés. Ça commence à faire un peu lourd, même si nous avons le barème. Mais ce risque-là, il faut également le prendre en compte. Ce qui nous amène au débat de la rupture du contrat de travail, là pour le coup, un peu plus consensuel ou éventuellement négocié de façon à sécuriser votre dossier. Alors, vous avez 2 infographies qui suivent. Dans la première, vous avez le cas de l'employeur qui veut rompre le contrat de travail et dans l'autre, il ne veut pas. Et donc, au final, la première slide, c'est la stratégie de l'employeur et dans la deuxième, ça sera la stratégie du salarié. Lorsque vous voulez rompre le contrat de travail, 2 voies, les droits à retraite, fermés, les droits à retraite ouverts, concernant le salarié. Si vous voulez rompre le contrat de travail et empêcher le contentieux, derrière, ce qui veut dire que vous êtes dans une démarche de rupture négociée du contrat de travail, dans cette hypothèse-là, le licenciement, vous allez le négocier avec éventuellement la signature d'un procès-verbal de conciliation devant le conseil de prud'homme. Je vous rappelle comment ça se passe, quelles sont les étapes. Vous avez négocié une rupture du contrat. Le salarié et l'employeur se mettent d'accord sur une indemnisation. Vous allez pouvoir sécuriser votre contrat, votre rupture via la signature d'un procès-verbal de conciliation devant le conseil de prud'homme. Ceci suppose, dans l'ordre logique, euh, premièrement, vous rompez le contrat. Deuxièmement, le salarié saisit le conseil de prud'homme. Troisièmement, vous êtes convoqué à l'audience de conciliation. Et quatrièmement, vous signez lors de l'audience de conciliation un procès-verbal de conciliation. Le procès-verbal de conciliation, on y reviendra tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité de verser aux salariés, dans la limite d'un plafond fixé par un barème également dans le Code du travail, une réparation du salarié qui permettra de couvrir la rupture du contrat de travail et de la même manière la conclusion et l'exécution du contrat. Le gros avantage, c'est son régime social et fiscal, j'y reviendrai tout à l'heure, pour le procès-verbal de conciliation. Deuxième voie, pour pouvoir sécuriser et éviter le contentieux dans le cadre d'une rupture négociée du contrat, ce sera le recours au licenciement et à la transaction. La transaction, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole qui est conclu après la rupture du contrat de travail qui permet de couvrir tout différent né ou à naître concernant, on vise de manière large, la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail. Le régime social, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un outil fiable, c'est un outil assez puissant, puisque vous allez pouvoir ainsi éviter le contentieux prud'homal. Les cas de remise en cause de transactions sont rares, hormis les vices du consentement, ce qui est un cas très isolé. Fort heureusement, on ne peut pas le remettre en cause non plus, le protocole, pour cause d'erreur ou de lésion. Troisième voie pour pouvoir sécuriser une rupture de contrat de travail, c'est la rupture conventionnelle suivie d'un protocole d'accord transactionnel. Personnellement, cette voie-là est une voie qui ne me plaît pas, hormis le cas du salarié protégé. Je vous rappelle que je ne peux pas rompre le contrat de travail d'un salarié protégé sans avoir obtenu l'autorisation d'un inspecteur. Et effectivement, c'est compliqué de monter de toutes pièces un licenciement pour pouvoir faire un licenciement plus PV de concile ou un licenciement plus transaction avec un salarié protégé.
En effet, le licenciement cousu de fil blanc, l'inspecteur pourra ne pas nous suivre. Alors qu'une rupture conventionnelle, à partir du moment où la procédure est respectée, à partir du moment où le vice du consentement, il n'y en a pas et qu'on a une volonté claire et non équivoque de la part du salarié de sortir dans le cadre d'une rupture conventionnelle, il n'y a pas de débat et l'inspecteur du travail valide la rupture. C'est le seul cas dans lequel nous faisons des transactions derrière. Pourquoi? Parce que un protocole d'accord transactionnel derrière une rupture conventionnelle ne pourra jamais couvrir les conditions de la rupture, puisqu'on estime et on présuppose que la rupture est libre, le consentement est parfaitement valable, il n'y a pas de vice du consentement, donc ce qui veut dire que la rupture ne peut pas être couverte. Raison pour laquelle on n'a pas recours à ce type de transaction derrière une rupture conventionnelle avec un salarié non protégé. Précision étant faite qu'en plus, il y a des vrais sujets sur le traitement social et fiscal d'une transaction derrière une rupture conventionnelle, avec des remises en cause très souvent, très fréquentes par les URSSAF lors des contrôles. Donc, c'est un mode que l'on évite absolument. La rupture conventionnelle plus le PV de conciliation, aucun intérêt est fortement déconseillé. Pourquoi? Parce que tout simplement, aucun effet juridique, aucune utilité, puisque le PV de conciliation, rappelons qu'il n'a qu'une seule vocation, c'est couvrir les conditions de la rupture du contrat de travail. Conséquence, aujourd'hui, pas d'intérêt de le conclure, puisque je rappelle que le règlement des différends ne peut porter que sur les conclusions et l'exécution du contrat dans une pareille hypothèse. Dernier cas, pour le coup, sur lequel vous n'empêchez pas le contentieux, c'est la rupture conventionnelle sèche, puisque je rappelle que la rupture conventionnelle ne vous permet pas de couvrir un quelconque contentieux. Vous allez vous retrouver avec une rupture certes acquise, j'espère pas avec de trop gros montants pour vous, mis dans la rupture conventionnelle, parce que autrement, vous n'aurez pas de toute façon une quelconque garantie. La rupture conventionnelle ne vaut pas transaction, donc ce qui veut dire que le salarié aura toute l'attitude de pouvoir, élever une contestation d'heures supplémentaires, une contestation sur l'exécution, le fait qu'il ait fait l'objet d'une discrimination, et cetera. Donc ce qui veut dire que, hem la rupture conventionnelle sèche, vous la faites avec des faibles anciennetés et lorsque vous n'avez pas de négociation heu, élevée sur les montants, de rupture. Deuxième volet, le salarié dont les droits sont ouverts, à la retraite, vous pouvez le traiter avec un licenciement plus transaction, pas de problème. Licenciement plus PV de conciliation, pas de problème non plus. Si en revanche, vous n'avez pas le choix le souhait pardon, de vous prémunir du contentieux, vous pouvez faire la rupture conventionnelle, sachant que le régime social a changé sur ce point-là avec une contribution unique à 30 qui vaut pour les salariés dont les droits sont ouverts à la retraite ou pas. Et ce sera toujours 30 alors qu'avant c'était, une assujettissement à cotisation sociale dès le premier euro. Ce n'est plus le cas. Autrement, effectivement, vous allez rompre le contrat de travail dans le cadre, d'un licenciement. Deuxième volet de notre réflexion, c'est, la question, pour le coup, et la stratégie du salarié pour pouvoir, sortir. Lorsque le salarié veut sortir, en ayant, la volonté de partir vite et en ayant, le chômage, si vous n'avez pas de départ négocié, il y a pas de solution pour lui. Si il n'est pas attaché à, l'indemnisation, chômage parce qu'il a peut-être trouvé un emploi, prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou démission. Prise d'acte, c'est une invitation au prud'homme derrière, puisqu'il y aura derrière une contestation pour essayer de retenir s'il y a des manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, donc non-paiement d'heures supplémentaires, non-respect des minima conventionnels, contestation sur la classification, non-paiement en volume d'heures supplémentaires, non-respect des droits au repos quotidien, non-respect du droit à la déconnexion, tous ces thèmes-là que l'on peut avoir dans le cadre du contentieux des manquements de l'employeur qui pourrait éventuellement donner lieu à la prise d'acte. Mais dans tous les cas, le salarié sort sans chômage dans un premier temps, même en prise d'acte, et ce ne sera qu'en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse que le salarié pourra prétendre à quoi que ce soit. Mais en tout cas, s'il veut sortir de l'entreprise avec
sans indemnisation, mais avec une brutalité, une rapidité parce qu'il a un emploi derrière, ce seront 2 voies, qu'il pourra, envisager. S'il n'est pas, pressé de sortir et s'il veut avoir le chômage, il va, très souvent se mettre dans une logique, licenciement pour inaptitude. Aujourd'hui, nous avons un développement, très important de ce type, de stratégie. Le salarié va se voir refuser, par exemple, une rupture conventionnelle. S'il se voit refuser la rupture conventionnelle, il va se mettre en arrêt maladie. Il va passer, les 60 jours, au terme desquels il faut qu'il y ait une visite médicale de reprise obligatoire et ce sera très souvent l'occasion lors de laquelle il va pouvoir éventuellement aller chercher une inaptitude devant le médecin du travail. Et ça fonctionne bien parce que beaucoup de médecins du travail déclarent assez facilement des inaptitudes, hormis quelques anciens, quelques irréductibles qui s'y opposent, mais autrement ça fonctionne assez bien. Et au final, l'indemnité que vous n'avez pas accepté de payer dans le cadre d'une rupture conventionnelle, vous allez payer une indemnité de licenciement dans le cadre du licenciement pour inaptitude. Donc c'est un moyen de forcer la main à l'employeur et il y a un vrai développement du licenciement pour inaptitude pour cette raison. C'est parce que le salarié n'a pas obtenu ce qu'il voulait et au final, il se met dans une stratégie de sortie en forçant la main de l'employeur. Alors, qu'est-ce qui vous reste? On peut toujours contester un avis d'inaptitude devant le conseil de prud'homme dans le délai de 15 jours suivant l'avis d'inaptitude, mais ce contentieux-là fonctionne mal. Nous sommes sur un contentieux d'expertise. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir un médecin inspecteur du travail qui va être désigné pour pouvoir réexaminer la question de l'inaptitude du salarié. Et euh, ce contentieux marche mal parce que très souvent, ils ne se déjugent pas entre eux. Donc, c'est un contentieux sur lequel on ne va pas. Si on veut lutter contre l'inaptitude, ça sera plutôt une démarche a priori, c'est-à-dire une démarche auprès du médecin du travail, le sensibilisant sur les intentions qui étaient celles du salarié pour pouvoir sortir. Il a demandé une rupture conventionnelle, vous l'avez refusé. Si vous transmettez ces éléments au médecin du travail, il est possible que ce dernier refuse l'inaptitude. Mais quand même, compte tenu des risques souvent, notamment psychosociaux, que le salarié met en avant, un médecin du travail va quand même hésiter avant de refuser et s'opposer fermement à une inaptitude. Ce qui se passe généralement, c'est que le médecin du travail va, dans un premier temps, considérer que le salarié ne peut pas reprendre ses fonctions. Pire, c'est qu'il va envisager éventuellement un mi-temps thérapeutique, ou dans tous les cas, il va renvoyer le salarié dans un premier temps vers le médecin traitant, prolongation d'arrêt de travail, peut-être prendre l'avis d'un médecin spécialiste, psychiatre généralement, puisque quand un salarié veut sortir de l'entreprise parce qu'il n'a pas obtenu gain de cause sur son départ négocié, ce qu'il va tenter de faire, c'est d'aller sur le volet psychosocial, psychologique, psychiatrique, le cas échéant, pour essayer de forcer la main. Mais dans tous les cas, il y a fort à parier que le médecin du travail suivra à terme le salarié dans sa démarche. Donc c'est un moyen qui se développe de plus en plus. Ce sera de la vigilance, ce sera éventuellement les vérifications du bien fondé des arrêts de travail, le contrôle patronal, ce qu'on a vu lors d'un précédent webinaire, qui permettra peut-être de contrecarrer la stratégie du salarié. Si son départ n'est pas urgent à votre salarié et qu'il n'est pas attaché à son indemnisation par l'assurance chômage, il ira généralement sur la démission ou sur la prise d'acte de la rupture. Et lorsqu'on se place côté droit ouvert à la retraite, nous avons les 3 cas. Le salarié veut partir, mais il va faire valoir ses droits à la retraite, le cas échéant. Il va prendre acte de la rupture, donc ça, ce sera un moyen de pouvoir se ménager la voie d'un contentieux, le contentieux des manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat. Et enfin, autrement, le licenciement pour inaptitude également. On a beaucoup de salariés qui approchent de l'âge de la retraite, qui se mettent dans cette logique, qui se placent en arrêt de travail, puis ensuite, ça leur permet d'obtenir une indemnisation meilleure, puisque hormis quelques conventions collectives, très souvent l'indemnité de licenciement est bien plus favorable que l'indemnité de départ à la retraite, qui se situe sur des bases inférieures. Donc, vous avez avec ces deux infographies les schémas dans lesquels s'inscrivent les salariés lorsqu'ils sont dans une logique de départ. Et que ce soit
consensuel, première infographie ou deuxième infographie, c'est lorsque c'est une stratégie purement personnelle de la part du salarié. Revenons sur quelques éléments financiers. L'indemnité de licenciement et son traitement fiscal et social. Bon, la plupart du temps et dans la plupart des dossiers, heureusement, l'indemnité de licenciement demeure assez raisonnable. Mais n'oublions pas que l'indemnité de licenciement suit un régime social et fiscal un peu particulier. La première étape que vous allez toujours avoir, c'est de déterminer quelle est la fraction non imposable. Et ceci, vous avez recours à l'article 80 du ODCS du Code général des impôts qui vous permet de savoir cette fraction. Elle n'est pas imposable dans la limite soit du double de la rémunération annuelle perçue au cours de l'année civile précédant la rupture. Donc, si vous licenciez aujourd'hui au mois de septembre, que vous calculez une indemnité de licenciement, vous prendrez les revenus de l'année 2023. Attention quand même, si en année 2023, par exemple, vous avez eu un salarié qui était dans une stratégie de sortie avec de l'arrêt maladie, son salaire va être lourdement amputé. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir un double de rémunération qui va être également minoré. Donc, vous pouvez vous retrouver, et le salarié peut se retrouver avec une fraction qui serait imposable. Sachant que vous retenez donc soit le double de la rémunération annuelle, soit le montant de l'indemnité de licenciement, et ceci avec une limite à 6 plafonds de la Sécu. Ça, c'est le régime social. L'assiette de cotisation sociale, dans tous les cas, au-delà de 2 plafonds de la Sécu, soit environ 93 000 euros, vous aurez une indemnité de licenciement qui sera assujettie à cotisation sociale. Il n'y a pas de CSG-CRDS qui s'applique sur l'indemnité de licenciement, sauf dans la limite soit du montant de l'indemnité de licenciement, soit du montant exclu de l'assiette de sécurité sociale, c'est-à-dire toujours les 2 plafonds. Il n'y a pas de forfait social sur ce point-là. Pensez-y parce que lorsqu'on va traiter la rupture du contrat de travail, notamment en rupture négociée, il va falloir faire masse des indemnités pour pouvoir déterminer le régime social, notamment du deuxième acte qui sera la transaction. Si vous avez déjà la totalité de l'indemnité de licenciement qui a été assujettie ou une fraction qui a été assujettie en raison de son très fort montant, l'acte derrière, ce sera un acte qui coûtera particulièrement cher parce qu'une transaction, vous allez vous retrouver à devoir faire masse et donc les plafonds que je vous rappelle là seront nécessairement dépassés. Ce qui veut dire que lorsque vous allez négocier la rupture du contrat de travail, il faudra également tenir compte de cette masse des indemnités, transactions, plus indemnités de licenciement, le cas échéant. On continue la rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle, assez simple. Impôt sur le revenu, il n'y en a pas, hormis pour les salariés qui ont une pension de retraite, et vous exonérez de la même manière que l'indemnité de licenciement. Cotisation de sécurité sociale, il n'y en a pas, dans la limite de 2 fois le plafond, soit environ 93 000 euros. De la même manière. CSG-CRDS, c'est toute la partie qui excède le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En revanche, vous allez devoir appliquer une contribution patronale de 30%, qui est assez lourde, dès le premier euro, et ceci jusqu'à la limite de 2 plafonds de la sécurité sociale. Donc attention, la rupture conventionnelle, non seulement elle ne vous sécurise pas la rupture, mais en plus, elle coûte relativement cher. Et ensuite, venons-en à la transaction. La transaction, elle, qui est le meilleur moyen d'habiller une rupture de contrat de travail pour pouvoir permettre de sécuriser la conclusion, l'exécution et la rupture. Je rappelle que vous allez devoir faire masse avec l'indemnité de licenciement déjà versée pour pouvoir appliquer et apprécier le régime fiscal, non, régime, pardon, de sécurité sociale. Le régime fiscal est sur des bases beaucoup plus hautes. Mais pensez-y, vous devez effectivement totaliser les sommes. Lorsque vous êtes sur l'indemnité forfaitaire de conciliation, c'est-à-dire celle qui est versée dans le cadre d'un PV de conciliation devant le Conseil de prud'homme, vous avez des montants fixés par le barème. Dans la limite de ce barème, pas d'impôt sur le revenu, pas de charge sociale, pas de CSG-CRDS, pas de différé par l'emploi pour le salarié. Cette quatrième composante est importante parce qu'elle sera souvent déterminante pour le salarié. S'il n'a pas de perspective de retour à l'emploi immédiatement après la rupture du contrat, eh bien, le fait de ne pas avoir
de différer pour l'emploi, c'est un outil assez puissant de discussion. Tout ce qui dépasse le barème forfaitaire de conciliation, et ceci sans arriver à deux plafonds de la Sécu, parce qu'au-delà de deux plafonds de la sécurité sociale, vous assujettirez de toute façon à cotisation sociale. Dans la limite de deux plafonds, si vous dépassez le barème tout de même, forfait social, CSG, CRDS qui s'applique. C'est notre outil aujourd'hui préféré. Sauf que dans la stratégie, c'est parfois difficile de se mettre d'accord sur une indemnité forfaitaire de conciliation si vous n'avez pas un avocat de part et d'autre. Puisque je rappelle que vous n'allez pas pouvoir formaliser par un courrier en disant je vous garantis de signer un procès-verbal de conciliation, ça ne sera pas du tout sécurisé. Il va falloir avoir à un moment une saisie du conseil de prud'homme, c'est-à-dire une requête déposée au conseil de prud'homme pour pouvoir avoir une audience de conciliation, pour pouvoir conclure cette indemnité, ce PV de conciliation. Raison pour laquelle ce mode de rupture puissant, intéressant de départ négocié, il va souvent nécessiter l'intervention de deux avocats, ou à tout le moins, au moins un avocat séquestre de tous les actes pour pouvoir sécuriser la rupture. De la même manière, la transaction, c'est un outil puissant, mais sans avoir un avocat de part et d'autre, c'est compliqué. Parce que la transaction, comment ça se passe dans le timing? C'est on a une procédure de licenciement, une rupture du contrat, on a une contestation de la part du salarié sur la rupture du contrat, sur l'exécution du contrat ou autre. Et in fine, vous allez avoir un protocole d'accord transactionnel qui va être révélé. Vous ne pouvez pas avoir de transaction sans différent. Et le différent, on le manifeste par un courrier recommandé. Ça veut dire que dans le timing, c'est licenciement, contestation LRAR, et enfin, transaction révélée. Sauf que la transaction, ce sera le premier acte que vous allez signer. L'acte sera post-daté, c'est-à-dire postérieur à la rupture du contrat et surtout postérieur à l'existence même d'une contestation. Donc à nouveau, il faut avoir un salarié qui vous fait grandement confiance pour pouvoir lui dire que vous allez signer des actes post-datés qui vont être dans le tiroir de l'employeur et qu'ils ne seront révélés que peut-être 3 semaines ou un mois après la rupture du contrat de travail. C'est compliqué à vendre, sauf climat de confiance totale. Autrement, le seul moyen, ce sera le séquestre entre les conseils de part et d'autre. Mais cet obstacle-là est assez facile à lever, puisque lorsqu'il y a une discussion, vous allez toujours pouvoir avoir un avocat qui va demander à un de ses confrères de séquestrer les actes pour le compte du salarié. On peut s'arranger, mais la transaction sèche entre les parties, ça fonctionne assez mal parce que le salarié n'accepte peut-être pas de faire confiance, surtout si la rupture du contrat de travail n'est pas totalement à son initiative. Donc ensuite, on vous a pris quelques exemples pour vous donner des cas concrets. Je vous ai pris le cas d'un salarié, une salariée qui rentre dans la société en 2014. Elle était cadre, responsable marketing. Elle percevait une rémunération de l'ordre de 4 500 € environ. Elle négocie son départ. Bon, on envisage d'abord donc rupture conventionnelle autre. On se dit non, ça va être l'occasion de sécuriser parce que j'ai des risques relatifs notamment au temps de travail. On procède à un licenciement pour faute grave. Je n'ai pas d'indemnité de licenciement versée, je n'ai pas de préavis puisqu'on est en faute grave. Et il y a une négociation faible parce que le salarié voulait partir, mais avec un pécule, nous, pour pouvoir le sécuriser côté employeur. Elle veut avoir l'assurance chômage et on se met d'accord sur une indemnisation à hauteur de 5 000 euros. Mon indemnité forfaitaire de conciliation, elle est exonérée d'impôt sur le revenu puisque je suis en dessous des 10 plafonds de la Sécu qui étaient là. Je suis en dessous des 10 mois de salaire pour le salarié qui était son barème compte tenu de son ancienneté. Donc, dans tous les cas, la somme est exonérée d'impôt sur le revenu. Cotisation sociale, je n'en ai pas, je suis en dessous des deux plafonds de la Sécu. La CSG-CRDS, j'en aurai pas parce que je suis en deçà du barème forfaitaire de conciliation et je n'ai pas non plus de forfait social qui s'applique là. Donc, ce qui veut dire qu'un salarié va absolument partir, elle va avoir l'assurance chômage parce qu'elle veut se retourner et surtout elle a peut-être des projets de reconversion professionnelle ou de création d'entreprise. C'est un moyen de verser une somme raisonnable. Il y a eu un avocat qui est intervenu dans le dossier. 5 000 euros, ça permet de faire le solde de la relation de travail. Et au final, ça me permet de sécuriser ma rupture. Ça, c'était l'exemple numéro 1. Mon exemple numéro 2,
La salariée ou le salarié, pardon, entre en 2000. Il est cadre responsable commercial. Il a une rémunération assez forte. On est à 8 300 euros. Son départ, on l'avait prévu au 31/12/2023. Le salarié n'est pas d'accord sur un licenciement pour faute grave. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on va négocier un licenciement pour insuffisance professionnelle. Il a une très forte indemnité de licenciement en raison de son ancienneté et en raison notamment d'une convention collective particulièrement favorable. Et on se met d'accord sur une transaction en complément. Vous voyez, on est sur des niveaux assez élevés. Le risque tenant au licenciement sans cause, je l'avais à 133 000 euros. Donc, ce qui veut dire qu'ici, juste le licenciement sans cause, j'avais quand même un risque élevé, mais vous voyez qu'on négociera au-delà, parce qu'il y avait des problématiques liées à, l'exécution du contrat et notamment un fort risque lié au temps de travail. Mon impôt sur le revenu, eh bien, malheureusement, il va s'appliquer. Vous allez voir à plusieurs étages. Donc, l'indemnité de licenciement, d'abord, elle est exonérée d'impôt sur le revenu, puisque j'étais au double, de la rémunération annuelle qui était supérieure au montant de l'indemnité de licenciement, donc pas de problème. Là-dessus, j'avais pas de difficulté. Les cotisations sociales, je vais avoir une exonération à hauteur de 2 plafonds, sauf que mon indemnité de licenciement déjà a dépassé les 2 plafonds. Donc raison, pour laquelle vous allez avoir un morceau assujetti à cotisation, sociale. Vous allez avoir un morceau également assujetti à CSG, CRDS, ça c'est côté salarié. En revanche, vous n'aurez pas de forfait social. Quand on regarde, ensuite, l'indemnité, forfaitaire, de conciliation sur laquelle on va se mettre, d'accord. Vous allez avoir, pas de licenciement, pas de d'impôt sur le revenu, pardon, puisque, nous sommes dans les limites du barème forfaitaire de conciliation. En revanche, vous allez avoir des cotisations de sécurité sociale significatives, puisque vous allez devoir faire un masse de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité au total. Donc dans tous les cas, les 2 plafonds, étaient dépassés. Vous allez devoir assujettir la totalité du, de l'indemnité de concile. De même, vous allez avoir de la CSG et le forfait social, en revanche, comme je ne dépasse pas le barème, vous n'en aurez pas. Donc, quand vous êtes sur des hauts niveaux de discussion et surtout avec une indemnité de licenciement significative, vous allez vous retrouver avec un haut niveau également sur l'indemnité forfaitaire de conciliation. Un troisième exemple, et j'arrêterai là, sur les exemples. Le troisième exemple, responsable comptable 2002. Bon, avec une ancienneté quand même assez, significative. Là, pour le coup, le salarié voulait absolument une rupture conventionnelle. J'ai pas réussi à négocier, autre chose. Il y a une indemnité complémentaire qui est prévue dans un protocole d'accord transactionnel. C'est un schéma que l'on ne voulait pas envisager, mais il a fallu le faire. Donc, ma rupture conventionnelle, elle va être exonérée d'impôt sur le revenu compte tenu des montants. Vous aurez les exemples là, dans les slides qu'on vous adressera. Je n'aurai pas de cotisation de sécurité sociale non plus, puisque je n'atteins pas les plafonds. Je n'aurai pas de CSG-CRDS, puisque je verse le minimum de l'indemnité de rupture conventionnelle. Et en revanche, l'employeur va devoir assumer 30% de contribution spécifique. Et ensuite, derrière, je vais avoir un morceau de transaction. J'aurai toujours pas d'impôt sur le revenu parce que le montant est en deçà des plafonds. Je n'aurai pas de cotisation de sécurité sociale. J'aurai pas de CSG-CRDS puisque j'ai des dommages et intérêts qui portent non pas sur la rupture, mais qui vont être dans une transaction qui portera sur les conditions d'exécution du contrat. En revanche, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas très sécurisé, ce mode de rupture, plutôt il n'est la sécurisation n'est pas totale puisque je ne peux pas couvrir la rupture en elle-même, puisque je ne peux couvrir dans ma transaction que, la conclusion et l'exécution du contrat. Se pose la question de savoir si je dois assujettir à, contribution unique de 30 comme l'est l'indemnité de rupture conventionnelle. La jurisprudence, est, pour le moment, la suivante, c'est que si on a des dommages et intérêts qui portent sur l'exécution du contrat et que je suis en capacité d'établir que le salarié ait bien suivi des préjudices et avoir documenté le dossier, je n'assujettis pas à la contribution. Sauf que, lorsqu'on prend le bulletin officiel de la sécurité sociale et les positions des circulaires de l'URSSAF, on considère que c'est un complément de l'indemnité de rupture conventionnelle et donc on devrait l'assujettir. Bon, ce qui veut dire que là, pour le coup, vous venez plomber
le coût global. Voilà. Bon, il y a un quatrième exemple dans lequel je ne rentrerai pas, et je préfère qu'on prenne des questions, euh, pour pouvoir à nouveau avoir cette stratégie-là. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de ce besoin de sécuriser les ruptures? C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus considérer que vous allez pouvoir rompre le contrat de travail et se dire on verra ensuite s'il se passe quelque chose. La rupture barémisée, toutes les autres demandes, et notamment les heures sup, ne le sont pas. Donc, c'est un risque à apprécier globalement et surtout, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir vous dire tout simplement que vous rompez le contrat, vous gérez la rupture du contrat et advienne que pourra sur le temps de travail. Sachant qu'aujourd'hui, ce sera vis-à-vis vis-à-vis du temps de travail, euh, c'est un contentieux, je ne l'ai pas dit tout à l'heure et je vous le précise là, avec un régime probatoire très très favorable aux salariés puisque les salariés auront simplement à vous faire un beau tableau Excel dans lequel vous avez les heures qu'ils prétendent avoir réalisées, quelques éléments pour donner du crédit avec notamment quelques mails, horaires tôt le matin, tard le soir, SMS, WhatsApp, hein, ce qu'on aujourd'hui dans les dossiers, et il établira bien la preuve qu'il a un temps de travail qui dépasse son horaire contractuel ou, dans le cas du forfait jour, un horaire de travail qui est débordant, ne respecte plus le droit au repos du salarié, etc. La conséquence, ce sera qu'il aura satisfait totalement à ses exigences probatoires en simplement faisant ces quelques éléments-là, en les produisant et en vous sortant le tableau Excel. Et l'employeur, lui, va devoir rétablir l'exactitude du temps de travail, ce qui est pas une mince charge, puisque vous allez vous retrouver à devoir fouiller les boîtes mail, regarder si les mails qui ont été adressés en dehors du temps de travail, vous en aviez connaissance, pas connaissance. Est-ce qu'on avait mis en place des modes de déconnexion? Est-ce qu'on avait mis en place des règles sur ce sujet-là? Et surtout, est-ce que les mails ont une importance ou pas? Est-ce qu'on avait demandé aux salariés de répondre rapidement? Oui, non, etc. Et au final, il y a un très fort déséquilibre et la jurisprudence est très dure. Les arrêts de 2020, de 2022 rendus en la matière, c'est quasiment la sanction automatique. Hormis avoir un salarié qui a fait des erreurs grossières, vous décomptez des heures sup pendant ses congés payés, vous décomptez des heures sup pendant les fériés, etc. Ça fonctionne très bien et ce sera très dur de rétablir l'exactitude du temps de travail. Bon, ce qui veut dire que là, pour le coup, c'est comme la Française des Jeux, hein, et avec une forte probabilité d'avoir gain de cause, le contentieux du temps de travail est très significatif et c'est celui qui vient vous alourdir tous les dossiers. Donc, à prendre absolument en considération lorsque vous avez un départ d'un salarié. Voilà ce qu'on voulait vous exposer sur les stratégies de rupture de contrat de travail, dont vous allez pouvoir vous reporter aux exemples chiffrés pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on sécurise et quel est le coût global employeur. Et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Première question, lorsqu'une personne fait un droit d'alerte, elle est protégée. Oui. La victime devient le bourreau. On a une obligation de sécurité vis-à-vis des autres salariés où on licencie le lanceur d'alerte. À quel risque s'expose-t-on? Nullité. Nullité, réintégration, et en plus un contentieux qui va être particulièrement dur, parce que le lanceur d'alerte, vous savez, aujourd'hui est très bien protégé, et tant et si bien que, hormis mauvaise foi, comme en matière de harcèlement, vous allez vous retrouver avec un salarié devient intouchable. De la même manière, aujourd'hui, un représentant du personnel devient quasiment un intouchable dans une entreprise. Obtenir des autorisations de licenciement, c'est compliqué avec l'inspection du travail. On essaiera toujours d'établir un lien avec un mandat. Et donc, derrière, vous vous retrouvez coincé avec des refus d'autorisation de licenciement et aller représenter derrière une nouvelle demande, ce sera d'autant plus compliqué. Parenthèse sur le harcèlement et sur justement le salarié qui sent le boulet de canon arriver et qui va vous dire mais je suis harcelé. Il y avait quelques employeurs qui voulaient régler leur compte dans le cadre de l'aide de licenciement et qui mentionnaient
Pour seul argument, vous n'avez rien trouvé de mieux que de vous prévaloir d'un harcèlement moral. C'est terminé, vous le couchez en lettre de licenciement, votre licenciement est frappé de nullité. Parce que pour pouvoir le retenir dans une lettre de licenciement, encore fallait-il que l'employeur soit en capacité d'établir, crochez-vous bien, que le salarié avait connaissance et la conscience de la fausseté de ces allégations de harcèlement moral. Donc, vous avez une protection totale et sur le lanceur d'alerte, c'est exactement le même constat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va attendre une petite minute. Non, pas de questions ce matin. Bien, écoutez, on va vous remercier, d'avoir participé, à ce webinaire. On vous rappelle que vous avez, sur la page, LinkedIn de Camille Avocat, vous avez en téléchargement le livre blanc qui a été publié sur, les stratégies, de gestion, du risque ATMP et notamment l'optimisation des cotisations. On vous invite effectivement à le télécharger. Il est un accès libre et gratuit. Voilà, c'était un petit rappel. Le prochain webinaire aura lieu fin octobre et nous communiquerons dans la première quinzaine du mois d'octobre le prochain thème. Merci de votre participation et à bientôt.